Si tu comptes être jaloux chaque fois que je sors, alors pas, c'est tout, a-t-elle dit avant son voyage entre filles à Saint-Tropez avec 2 types de sa salle de sport. J'ai dit, profite bien de ton voyage, et je l'ai laissé partir. J'ai tout emballé pendant qu'elle était à Saint-Tropez. Ma note, j'ai suivi ton conseil. Elle est rentrée et a appelé, en pleurant. J'étais déjà à un rendez-vous. La valise était ouverte sur notre lit, un trou noir avalant dentelle et satin. Depuis le seuil de la porte, je regardais Chloé plier un haut noir transparent que je n'avais jamais vu auparavant. La pièce sentait son parfum, un départ imminent. Tu es sûr que ce ne sont que Jessica et Laurine, ai-je demandé. Ma voix était calme. Un dernier point de contrôle, pas une accusation. Elle n'a pas levé les yeux. Pour la 10e fois, oui. C'est un voyage entre filles. Saint-Tropez. Tu connais le programme. Je le connais. Je sais aussi que Marc et Jacques de ta salle de sport s'envolent demain pour un week-end entre mecs. Même hôtel. Drôle de coïncidence. Ses mains se sont immobilisées une fraction de seconde. Puis elle a repris ses bagages, ses mouvements plus vifs. Et alors? Saint-Tropez est une grande ville, Alexandre. Nous sommes tous des adultes. On pourrait se dire bonjour si on se croise. Se croiser semble statistiquement probable, étant donné la conversation de groupe que tu as oublié de laisser ouverte sur ton iPad, j'ai gardé un ton neutre, observateur. Celle où Jacques a dit « J'ai hâte de te voir », Chlo, et où Marc a envoyé l'emoji champagne. Cela l'a fait se retourner. Son visage était un chef-d'œuvre d'exaspération blessée. Tu as fouillé dans mon iPad? Tu l'as laissé sur le canapé. La notification est apparue. Je n'ai pas eu à fouiller. Elle s'est présentée d'elle-même. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte, croisant les bras. Ça ne me semble pas correct, Chloé. Un voyage entre filles où tes 2 principaux copains de gym se trouvent être là, en solo. Leurs petites amies ne viennent pas. C'est une dynamique étrange. Ça me semble irrespectueux. Elle a soupiré, un son de longue souffrance qu'elle avait perfectionné. Elle a levé les yeux au ciel comme pour implorer une patience divine face à ma stupidité. Quand elle m'a regardé à nouveau, c'était avec une pitié dédaigneuse qui coupait plus profondément que n'importe quel cri. Tu vois, a-t-elle dit, sa voix dégoulinant de condescendance. C'est exactement ce que je veux dire. Tu m'étouffes, Alexandre. Tu entends parler d'un ami homme et ton esprit va immédiatement au pire, à l'endroit le plus possessif. Tu ne me fais pas confiance. Il ne s'agit pas de confiance. Il s'agit de respect et d'apparence. D'apparence? Elle a laissé échapper un rire bref et sans joie. Es-tu mon petit ami ou mon responsable des relations publiques? Je ne peux pas vivre ma vie en m'inquiétant de tes apparences. Elle a fait des guillemets avec ses doigts pour le mot comme s'il s'agissait d'une maladie. Elle s'est retournée vers la valise, y jetant le haut transparent d'un geste final. J'ai besoin d'espace pour respirer, pour m'amuser sans avoir un chaperon dans ma tête. Si tu comptes être jaloux chaque fois que je sors et que je m'amuse avec des amis, alors pas, c'est tout. Les mots sont restés en suspens dans l'air. Ils n'ont pas été crachés sous le coup de la colère. Ils ont été livrés froidement. Une option chirurgicale présentée. Pas, c'est tout. Pas, nous devrions parler, ou, tu réagis de manière excessive. L'option nucléaire. La clause de rejet. J'ai senti le sol sous mes pieds, la vie que nous avions construite, le bail partagé, les courses partagées, l'avenir planifié ou se transformer en sable. Mon cœur ne s'est pas brisé. Il est devenu silencieux. Un calme étrange et retentissant est descendu. Elle a pris mon silence pour une reddition. Un petit sourire suffisant à effleurer ses lèvres alors qu'elle fermait la valise. Le son était définitif. Nous avons besoin de cet espace, a-t-elle dit, son ton s'adoucissant en une assurance condescendante. Peut-être que pendant mon absence, tu réfléchiras un peu. Tu réaliseras à quel point tu manques de sécurité. Je t'enverrai un texto quand j'atterrirai, d'accord? Essaie de ne pas te mettre dans tous tes états. Elle est passée devant moi, sa valise roulant sur mon pied. Elle n'a pas remarqué. Dans le salon, elle a vérifié son reflet dans le miroir près de la porte, arrangeant ses cheveux. Elle était déjà partie, son esprit dans un salon de Saint-Tropez, la victoire de cette dispute la faisant rayonner.
Je l'ai suivie jusqu'à la porte. Elle s'est retournée, s'attendant à un regard suppliant, à un argument de dernière minute qu'elle pourrait balayer d'un revers de main. Elle a vu mon visage et sa confiance a vacillé, juste un instant. Il n'y avait pas de colère, pas de tristesse, rien qu'elle puisse reconnaître. D'accord, ai-je dit, ma voix plate, dépourvue de toute émotion. Un énoncé de fait. Profite bien de ton voyage. La platitude de mes mots l'a déconcertée. Elle a cligné des yeux, déstabilisée. Je le ferai, a-t-elle dit, se forçant à paraître joyeuse. Salut, Alexandre. La porte s'est refermée dans un déclic. Le silence qu'elle a laissé derrière elle était différent maintenant. Il n'était pas vide. Il était rempli de clarté. Je me suis dirigé vers la fenêtre et je l'ai regardé charger sa valise dans la voiture de transport avec chauffeur. Elle n'a pas regardé notre appartement une seule fois. Alors que la voiture s'éloignait, un souvenir a refait surface, importun et cruel. Il y a 2 ans, pour notre premier anniversaire, nous étions fauchés, tous deux à trimer dans des emplois de débutants. Elle avait repéré une guitare vintage dans la vitrine d'un prêteur sur gage depuis des mois, une belle vieille acoustique qu'elle grattait chaque fois que nous passions devant. Elle en parlait comme d'une amie perdue. J'avais secrètement économisé pour l'acheter, sautant des déjeuners, prenant des heures supplémentaires, livrant de la nourriture. L'étui était éraflé, mais le son était chaud comme le miel. Quand je la lui ai donnée, elle a pleuré de vraies larmes, la serrant contre sa poitrine, puis me serrant dans ses bras. « Tu es la seule personne qui me voit vraiment », avait-elle murmuré dans mon cou. « Tu comprends. Tu comprends ce qui compte pour moi. » J'avais vendu ma propre guitare, une électrique décente que j'avais depuis le lycée, pour aider à faire le paiement final. Ce n'était qu'un objet. Sa joie ne l'était pas. La voir jouer ce premier accord, son visage illuminé, valait chaque centime et chaque sacrifice. Je construisais une vie avec elle, brique par brique, sacrifice par sacrifice. C'est ce qu'on faisait par amour. Maintenant, cette même guitare était appuyée dans le coin de de sa chambre, une relique d'une personne que je n'étais plus. Pour une personne qu'elle n'avait jamais vraiment été. Je me suis détourné de la fenêtre. L'appartement semblait étranger. Un musée d'une expérience ratée. Ces paroles d'adieu résonnaient dans le nouveau silence creux. Si tu comptes être jaloux, alors pars, c'est tout. Ce n'était plus une supplication ou une menace. C'était un mode d'emploi. Et pour la première fois depuis qu'elle les avait prononcés, j'ai senti un léger sourire glacial effleurer mes lèvres. Le plan n'est pas né de la rage ou du chagrin. Il est né de cette clarté silencieuse et retentissante. Elle m'avait donné les conditions. Tout ce que j'avais à faire était d'accepter. Le silence après la fermeture de la porte était absolu. Ce n'était pas le silence vide d'être seul, c'était le silence dense et résonnant d'un verdict en cours de lecture. Je suis resté dans le salon, le fantôme de son parfum et de ses dernières paroles suffisantes flottant encore dans l'air. Pas, c'est tout. Je suis allé à la cuisine, j'ai versé un verre d'eau et je l'ai bu lentement, fixant la légère auréole que notre cafetière laissait sur le comptoir. Mon esprit ne s'emballait pas. Il était étrangement, parfaitement immobile. La tempête émotionnelle à laquelle je m'étais préparé aux l'angoisse, la rage n'est jamais venue. À la place, une clarté froide et chirurgicale m'a envahi, récurrent tout le reste. Ces paroles n'étaient plus une réplique enflammée. C'étaient des données. Son voyage n'était pas un point de conflit. C'était une conclusion. J'ai sorti mon téléphone, mes mouvements délibérés. J'ai ouvert Instagram. Je n'ai pas eu à chercher. Sa story était en haut de mon fil. Le premier clip, Chloé, Jessica et Laurine au bar de l'aéroport, vers levé. La légende, Saint-Tropez bébé. Pas de mauvaises ondes autorisées liberté. Déjà, le récit se mettait en place. J'étais la mauvaise onde. Mon inquiétude était l'ennemi de sa liberté. J'ai glissé vers la story suivante, publiée 20 minutes plus tard. La caméra a balayé. Là, 2 tabourets plus loin, se penchant dans le cadre avec une désinvolture étudiée, se trouvait Marc et Jacques. Ils ne se croisaient pas. Ils formaient une unité. Jacques avait son bras passé sur le dossier de la chaise de Laurine. Marc trinquait avec Chloé. Son visage était tourné vers lui, riant de quelque chose qu'il disait.
Un rire trop éclatant, trop familier. C'était le rire qu'elle me réservait autrefois fort nos blagues privées. Je n'ai pas ressenti de pic de jalousie. Je n'ai rien ressenti. C'était simplement une confirmation, comme consulter une application météo et voir la pluie annoncée. La trahison n'était plus une possibilité. Elle était dans les pixels au public, affichée et marquée d'un mot dièse. J'ai fermé l'application. Je ne l'ai pas bloquée. Pas encore. Les preuves ont une certaine utilité. L'amour que j'avais ressenti pour elle ne s'est pas brisé. Il n'a même pas fait mal. Il s'est simplement évaporé. À sa place se trouvait un vide vaste et calme. Et dans ce vide, une seule directive inébranlable, suivre ses instructions. Le plan s'est formulé non pas comme un fantasme de vengeance, mais comme un puzzle logistique, un problème à résoudre avec efficacité et finalité. J'ai commencé dans la chambre. J'ai sorti mon vieux sac de sport et une pile de cartons de déménagement du placard, des restes de notre dernier déménagement. J'ai travaillé méthodiquement, sans hâte. Ce n'était pas une fuite frénétique. C'était un exode systématique. Mes vêtements sont sortis de la commode, du placard. J'ai laissé les cintres. J'ai pris tous les livres des étagères, mes livres, ceux avec mon nom griffonné à l'intérieur depuis l'université. J'ai pris la photo encadrée de mes parents, la petite sculpture en bronze que mon grand-père avait faite, la couverture en laine de mon lit d'enfant. J'ai emballé ma boîte à outils, mon couteau de chef préféré, le casque audio cher qu'elle empruntait et déformait toujours. Je suis passé au salon. J'ai débranché la télévision de 65 pouces que j'avais achetée lors d'une vente du Vendredi Noir, en essuyant la poussière à l'arrière. J'ai soigneusement enroulé les câbles. J'ai pris la console de jeu, les manettes, le routeur, surtout le routeur. Un détail mesquin et satisfaisant. Le modem a suivi. Qu'elle se débrouille pour son propre Internet. J'ai laissé le vase-lait que sa mère nous avait donné. J'ai laissé la peinture abstraite criarde qu'elle avait achetée dans un marché aux puces et qu'elle insistait être de l'art d'investissement. J'ai laissé les coussins qu'elle adorait. J'ai laissé tout ce qui était à nous, ou qui était fondamentalement à elle. Dans la salle de bain, j'ai vidé mon étagère, rasoir, eau de Cologne, la bonne crème hydratante, mon dentifrice. J'ai laissé la bouteille à moitié vide de son shampoing cher, le loofah, le recourbe-cils posé sur le lavabo comme une araignée morte. Cela a pris des heures. Le soleil s'est déplacé sur le sol. Je ne me suis pas arrêté pour manger. Je n'ai pas écouté de musique. Les seuls sons étaient le bruissement du carton, le bruit sec du dévidoir à ruban adhésif et le bruit sourd d'une autre boîte scellée heurtant le sol. Avec chaque boîte emballée, je me sentais plus léger. Pas émotionnellement plus léger, mais littéralement, comme si j'enlevais une combinaison lestée que je portais depuis des années. Ce n'était plus ma maison. C'était le décor d'une pièce qui s'était terminée, et je démontais le décor. La dernière étape était le double des clés et la note. J'ai posé la clé sur le comptoir nu de la cuisine. J'ai pris une seule feuille de papier d'imprimante et un stylo. Je n'ai pas hésité. J'ai écrit 2 mots de mon écriture propre et architecturale, j'ai suivi ton conseil. Pas de nom, pas d'excuses, pas de colère. Juste un reflet en miroir de sa propre déclaration, renvoyé sans l'émotion qu'elle avait tenté d'utiliser comme une arme. Je l'ai appuyé contre la clé. Le vide de l'appartement résonnait autour d'elle. C'était parfait. J'ai appelé une société de déménagement qui proposait un service 24 heures sur 24. 1 heure plus tard, un jeune avec un diable m'a aidé à charger les boîtes et la télévision dans un box de stockage. J'ai payé pour 3 mois à l'avance. Puis j'ai conduit jusqu'au seul endroit qui avait du sens, l'appartement de mon frère aîné à l'autre bout de la ville. Il a ouvert la porte, a jeté un œil à mon visage et au sac de sport dans ma main, et s'est écarté sans un mot. Le canapé est à toi, a-t-il dit en me tapant sur l'épaule. Il n'a pas demandé de détails. Il m'a juste tendu une bière. Assis sur son canapé, la réalité de la journée s'est installée. Je n'étais pas triste. J'étais libre. La chaîne qui me tirait au col avait disparu. J'ai sorti mon téléphone une dernière fois. Je suis allé sur son Instagram. La story la plus récente était une vidéo floue et stroboscopique d'une boîte de nuit. Bouteille de champagne, bras en l'air. Chloé, prise en sandwich entre Marc et Jacques, la tête renversée en arrière.
la légende, je vis ma meilleure vie. J'ai souri, un étirement mince et sans joie des lèvres. J'ai pris une capture d'écran. Puis je l'ai bloqué sur Instagram, sur Facebook, sur toutes les plateformes. Ensuite, j'ai ouvert les paramètres de mon téléphone. J'ai bloqué son numéro. Je ne l'ai pas supprimé. Le blocage était plus définitif. Cela signifiait que je savais qu'elle essaierait, et que je refusais préventivement la tentative. J'ai posé le téléphone sur la table basse de mon frère. C'était fini. Pour moi, du moins. Le déménagement était fait. L'acte de disparition était complet. Elle était à Saint-Tropez en train de vivre sa meilleure vie, et j'étais parti. Les 3 jours suivants se sont écoulés dans un étrange état de limbe paisible. J'ai dormi profondément sur le canapé de mon frère, le sommeil de l'épuisé émotionnel. J'ai appelé mon travail, je travaillais à distance comme développeur de logiciels et je leur ai dit que j'avais une urgence familiale et que je serais indisponible pour le reste de la semaine. Ma patronne, une femme pragmatique, a simplement dit « Occupez-vous-en. On se voit lundi ». Je n'ai pas consulté les réseaux sociaux. Je ne me suis pas demandé ce qu'elle faisait. Le canal mental qui avait été perpétuellement réglé sur Chloé n'était plus que du grésillement. J'ai fait de longues courses. J'ai mangé des sandwichs avec mon frère et regardé de mauvais films d'action. Je me sentais comme un patient se remettant d'une longue maladie, faible mais l'esprit clair, appréciant la simple absence de douleur. Son vol de retour était prévu pour le dimanche soir. Je l'imaginais vaguement, de la même manière qu'on pourrait imaginer le temps dans une ville que l'on ne visitera jamais. L'avion atterrissant, le trajet fatigué à travers l'aéroport, la file d'attente pour les voitures de transport. À 20h17, mon téléphone, posé face contre table sur la table basse, a vibré, puis a vibré encore et encore. Une rafale de vibrations courtes et insistantes. Mon frère a levé les yeux de son film. « Tu ne réponds pas ?» ?»« Non, » ai-je dit, sans bouger. Les vibrations ont cessé. 1 minute plus tard, elles ont recommencé. Une vibration plus longue et persistante. Un appel. Il est allé sur la messagerie vocale. 30 secondes de silence. Puis un autre appel. J'ai soupiré, j'ai pris le téléphone. L'écran affichait « Numéro inconnu ». Un calme froid et entendu s'est installé en moi. J'ai accepté l'appel et l'ai mis sur haut-parleur, en reposant le téléphone sur la table. J'ai coupé mon micro. « Alexandre ? Alexandre, tu es là. » Sa voix était aiguë, teintée de panique et d'indignation. Ce n'était pas la voix de quelqu'un à qui je manquais. C'était la voix de quelqu'un qui avait ouvert un placard et l'avait trouvé vide. « Allô ? Décroche. » Bon sang. Il y a eu un bruit de froissement, un coup sourd. Il n'y a plus d'électricité. Pourquoi n'y a-t-il plus d'électricité ? Et Internet a disparu. Alexandre, ce n'est pas drôle. Où sont toutes mes affaires ? Ma télé. Tu ne peux pas faire ça. Un temps de silence. Je pouvais entendre sa respiration, saccadée. La messagerie vocale a bipé et l'appel s'est déconnecté. Mon frère a haussé un sourcil. L'intrigue s'épaissit. J'ai juste secoué la tête. Le téléphone a de nouveau vibré. Un texto d'un autre numéro inconnu. Inconnu, Alexandre, c'est moi. C'est quoi ce bordel ? Je rentre dans un appartement sombre et la moitié de mes affaires ont disparu. C'est de la folie. Tu dois m'appeler tout de suite. On doit en parler comme des adultes. J'ai supprimé le texto. Une autre vibration, 5 minutes plus tard. Inconnu, sérieusement Alexandre, je m'inquiète pour toi. C'est tellement extrême. Est-ce que tu fais une crise de nerfs ? Où est-ce que tu loges ? On peut arranger ça. Appelle-moi, c'est tout. Le changement avait commencé. La colère glissait vers une fausse sollicitude. Je l'imaginais debout dans l'appartement sombre, la réalité de l'espace vide, le vide littéral et métaphorique commençant à s'infiltrer. La télé qu'elle regardait tous les soirs, disparut. Le routeur qui la connectait à son monde, disparut. La présence réconfortante et tenue pour acquise de mes affaires qui remplissaient la vie qu'elle s'était organisée, disparut. Je suis allé me coucher. Le matin,
il y avait 3 autres appels manqués de numéros inconnus et une nouvelle série de textos. Inconnu, Alexandre s'il te plaît. Je suis assise par terre et j'ai juste peur. S'il te plaît, rappelle-moi. J'ai fait une erreur, d'accord? Le voyage, c'était une erreur. Ce n'était pas ce que tu penses. Marc et Jacques sont juste des amis. On a juste traîné tous ensemble en groupe. Inconnu, je suis désolé d'avoir dit de partir. J'étais stressé par le voyage. Tu sais comment je suis. Je ne le pensais pas. Inconnu, s'il te plaît bébé. Parle-moi, c'est tout. Le mot « bébé » semblait être un fossile, une relique d'une langue morte. Il n'a rien déclenché. Le dernier message de la matinée venait d'un numéro que je reconnaissais, sa sœur, Mia. Mia, Alexandre, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Chloé est anéantie. Elle est rentrée dans un cauchemar. Tu ne peux pas abandonner quelqu'un comme ça. Elle avait besoin d'un peu d'espace pour respirer et toi tu pètes les plombs. Sois un homme et répare ça. Appelle-la. J'ai fixé le message. Le sbire envoyé pour me faire culpabiliser. Le récit était déjà en train d'être tissé pour sa famille, pauvre Chloé, son ex-contrôlant a fait une crise de nerfs et l'a volé. Je n'ai pas répondu. J'ai aussi bloqué le numéro de Mia. Le karma n'était pas une explosion dramatique. C'était une lente et profonde prise de conscience. Elle n'était pas punie par un dieu vengeur. Elle faisait face aux conséquences naturelles et logiques de ses propres choix. Elle avait dit à son partenaire de vie de partir, et il était parti, complètement. Elle était partie en voyage en affichant sa liberté avec d'autres hommes, et elle était revenue à la liberté d'un appartement vide. Elle avait voulu une vie sans ma jalousie, sans ma présence étouffante. Et maintenant, elle l'avait, entièrement. Le véritable effondrement n'était pas dans ses textos. C'était dans le silence dans lequel elle devait maintenant vivre. Le silence où se trouvait autrefois le bourdonnement de mon ordinateur. Le côté vide du lit. L'absence d'un dîner tout près ou de quelqu'un à qui se plaindre de sa journée ou de quelqu'un dont elle pouvait emprunter les affaires sans demander. Elle avait confondu l'infrastructure de notre vie commune avec la toile de fond de sa vie. Et j'avais, tranquillement, calmement, démantelé l'infrastructure. Je me suis levé, douché et habillé avec des vêtements propres. J'avais une autre sorte de logistique à gérer. J'ai ouvert une application de rencontre, une que je n'avais pas utilisée depuis 3 ans. J'ai mis à jour mon profil avec une simple photo récente que mon frère avait prise de moi pendant notre course. Je ne cherchais pas l'âme sœur. Je cherchais une distraction, une preuve de concept, un dîner tranquille avec quelqu'un qui ne m'avait pas dit de partir. J'ai balayé les profils pendant un moment, la banalité de l'acte me semblant révolutionnaire. En 1 heure, j'ai eu une correspondance avec une femme nommée Sarah. Son profil était spirituel, son sourire authentique. Nous avons échangé quelques messages. Elle était graphiste, aimait la randonnée et les mauvais films de science-fiction. La conversation était facile, légère. Il n'y avait pas de mine terrestre, pas de sous-entendu, pas d'histoire. Moi, je sais que c'est de dernière minute, mais ça te dirait d'aller boire un verre ce soir? J'aurais bien besoin de me changer les idées. Sarah, honnêtement, pareil. 20h à l'alchimiste? Ils ont une super terrasse. J'ai accepté. Cela semblait surréaliste. 48 heures plus tôt, ma vie était une boucle fermée autour de Chloé. Maintenant, j'organisais un rendez-vous avec une inconnue, et la seule chose que je ressentais était une curiosité légère et agréable. Alors que je me préparais ce soir-là, mon téléphone a vibré une fois de plus. Un autre numéro inconnu. Un autre message vocal. Je l'ai écouté en boutonnant ma chemise. Sa voix était cette fois-ci chargée de larmes, la performance plus polie, plus désespérée. Alexandre, c'est moi. Je suis tellement désolé pour tout. Le voyage était stupide. J'ai été stupide. C'est juste que je suis rentré et tu n'étais plus là. Tu es vraiment parti. Je ne peux pas manger. Je ne peux pas dormir. S'il te plaît, je ferai n'importe quoi. Reviens à la maison. On peut arranger ça. Je t'aime. S'il te plaît, rappelle-moi. S'il te plaît. Le « je t'aime » était la fioriture finale et creuse,
un outil qu'elle avait utilisé pour gagner des disputes auparavant. Il est tombé avec le poids d'une plume. J'ai supprimé le message vocal. J'ai fini de me préparer. Je me suis regardé dans le miroir. Mes yeux étaient clairs. Il n'y avait pas de chagrin en eux, pas de colère. Juste un homme sur le point d'aller à un rendez-vous. À 19h55, je suis entré dans l'atmosphère chaleureuse et bourdonnante de l'alchimiste. J'ai trouvé Sarah à une table d'angle sur la terrasse, sous une guirlande de lumière. Elle était plus jolie que sur ses photos, avec un sourire facile. Nous nous sommes salués. La conversation a coulé dès la première minute. Mon téléphone, posé sur la table à côté de mon verre, a vibré. L'écran s'est allumé, numéro inconnu. Les yeux de Sarah se sont posés dessus, puis sont revenus sur moi, une question polie dans son regard. J'ai pris le téléphone, mes mouvements calmes. J'ai appuyé sur le bouton latéral, le faisant taire. J'ai retourné l'écran face contre la table en bois avec un tapotement doux et définitif. J'ai regardé à nouveau Sarah, mes excuses sincères mais sans rapport avec l'appel. Désolé pour ça. Où en étions-nous? Tu disais que la suite est en fait meilleure que l'original, ce qui est une opinion que je dois absolument t'entendre défendre. Elle a ri, et nous nous sommes replongés dans la conversation. Le téléphone a vibré une fois de plus, une faible vibration contre le bois. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas regardé. J'étais déjà parti. Le rendez-vous avec Sarah a été une révélation par sa normalité. Il n'y a pas eu d'échange de lourds bagages, pas de test secret, pas d'analyse de chaque mot pour y trouver un sens caché. Nous avons parlé de films, de nos professions créatives mais désordonnées respectives, et de notre haine mutuelle pour la coriandre. C'était léger, engageant et profondément paisible. Quand je l'ai raccompagnée à sa voiture et que nous avons partagé un bref et prometteur baiser de bonne nuit, j'ai ressenti une étincelle de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, une anticipation sans complication. La vibration de mon téléphone alors que je montais dans ma propre voiture était un insecte contre une vitre. Agaçant, sans importance. Je suis retourné chez mon frère, les lumières de la ville défilant. Je n'ai vérifié les notifications qu'une fois affalé sur le canapé. L'écran montrait une cascade de tentatives, un monument numérique à sa panique croissante. Des textos de divers numéros inconnus, inconnu 22h03, j'ai vu que tu étais en ligne. Tu m'ignores après tout. Comment peux-tu être si froid? Inconnu 22h15, je ne mange pas. Je ne peux pas. L'appartement est si vide. J'ai l'impression de t'entendre dans l'autre pièce. C'est cruel, Alexandre. Tu me punis et ce n'est pas juste. Inconnu 22h47, j'ai appelé la compagnie d'électricité. Ils ont dit que le compte à ton nom avait été résilié. J'ai dû payer 140 € de frais de remise en service. Et Internet? Sérieusement? C'est tellement mesquin. Inconnu 23h22, Jessica dit qu'elle t'a vu sur Cœur Connect. Tu es sur des applications de rencontres? Tu es sérieux? On est encore ensemble. Tu ne peux pas faire ça. Inconnu 23h59, je suis désolé. Je suis désolé d'avoir regardé. S'il te plaît, parle-moi. Je raccrocherai si tu réponds juste une fois. Dis-moi ce que tu veux que je fasse. Message vocal transcrit de minuit 17. Sa voix était pâteuse, épaisse de vin et d'apitoiement. Et, c'est encore moi, je suppose. Je suis juste assise ici dans le noir. J'ai branché une lampe. C'est si calme. Je n'avais jamais réalisé tout le bruit que tu faisais. En tapant, en cuisinant, en respirant, un reniflement humide. Ça me manque. Tu me manques. Le voyage ce n'était rien. Marc est un idiot. Jacques a essayé de m'embrasser et je l'ai repoussé. Je le jure. Je lui ai dit que j'avais un petit ami. J'ai dit que je t'avais toi. J'ai été stupide et j'essayais de me sentir jeune, et toi tu étais juste là, stable, et je l'ai pris pour acquis. Mon Dieu, je l'ai tellement pris pour acquis. Rappelle-moi. S'il te plaît. Je t'en supplie. La performance était presque impressionnante dans son arc narratif, indignation, négociation, victimisation, et enfin une version de confession conçue pour obtenir le pardon.
La phrase sur Jacques essayant de l'embrasser était une nouvelle tournure désespérée. Que ce soit vrai ou non n'avait aucune importance. C'était un outil. Je n'ai pas répondu. J'ai branché mon téléphone pour le charger et je me suis endormi. Son effondrement n'était pas mon urgence. Le lendemain matin, les tentatives ont pris un tour plus vif et plus stratégique. Texto de Mia. Un nouveau numéro. Mia, Alexandre, c'est Mia. Chloé reste avec moi. Elle est au plus mal. Quoi que tu essaies de prouver, tu l'as prouvé. Tu l'as assez blessé. Maintenant, sois un être humain décent et rencontre-la pour parler. Elle mérite au moins de pouvoir tourner la page. J'ai fixé le message. L'audace de sa part d'exiger que je lui offre une conclusion après qu'elle m'ait signifié mon expulsion était presque amusante. J'ai tapé une seule phrase, ma première et unique réponse à l'un d'entre eux. Moi, elle a toute la conclusion qu'elle m'a donnée. La conversation est terminée. Je l'ai envoyé, puis j'ai aussi bloqué ce numéro. La réaction a été immédiate. Un nouveau numéro, explosant de fureur. Chloé, le masque tombé. Inconnu, probablement Chloé, très bien. Tu veux être un salaud sans cœur? Très bien. Tu n'as jamais été à la hauteur de toute façon. Tu crois que je voulais me contenter d'une vie ennuyeuse et prévisible avec toi? Marc a une BMW. Jacques est propriétaire de son propre appartement. Qu'est-ce que tu as? Un box de stockage et le canapé de ton frère. Tu m'as rendu service en partant. Tu es un lâche qui n'a même pas pu se battre pour moi. Je l'ai lu, un léger sourire froid effleurant mes lèvres. La voilà. La vraie monnaie d'échange, la BMW, l'appartement, l'évaluation que j'avais échoué. C'était le fondement de toutes les accusations de jalousie. J'ai pris une capture d'écran, non par blessure, mais pour la même raison qu'un géologue prend un échantillon de carottes, pour examiner les strates de l'hypocrisie. Les textos se sont arrêtés pendant quelques heures. Le silence était plus révélateur que le bruit. Elle avait joué sa dernière carte moche, et elle n'avait rien obtenu d'autre qu'un silence numérique. J'ai passé la journée à postuler pour des appartements, l'acte concret de construire un nouvel avenir étant un puissant antidote à son passé chaotique. Ce soir-là, alors que je faisais une liste de courses avec mon frère, mon téléphone a sonné. C'était ma mère. « Salut, chérie », a-t-elle dit, sa voix hésitante. Je viens de recevoir un appel très étrange d'une jeune femme très contrariée nommée Chloé. J'ai fermé les yeux. Elle avait appelé ma mère. La violation des limites était à couper le souffle. Qu'est-ce qu'elle a dit, maman? Elle pleurait. Elle a dit que tu l'avais abandonnée, que tu avais pris des choses, que tu l'avais laissée dans une situation financière difficile. Elle a dit que tu traversais une crise mentale et que la famille devait intervenir. Elle semblait désespérée, Alexandre. Et pas entièrement sincère. Que se passe-t-il? J'ai ressenti une vague de colère protectrice, non pas pour moi, mais pour ma mère, entraînée dans cette histoire. Je lui ai donné la version abrégée et factuelle. Elle m'a dit de partir si j'avais un problème avec le fait qu'elle aille à Saint-Tropez avec 2 autres hommes. J'avais un problème, alors je suis parti. C'est tout. Elle fait face aux conséquences de ses propres paroles et choix. S'il te plaît, bloque son numéro. Ma mère, que Dieu la bénisse, est restée silencieuse un moment. Puis elle a dit, eh bien, c'est réglé alors. Je ferai le fameux rôti de ton père ce week-end. Amène un ami si tu veux. Le message était clair, nous te croyons. Ta vie est à toi. C'était le seul renfort dont j'avais besoin. La dernière tentative est venue le vendredi soir. Un appel d'un numéro avec notre ancien indicatif régional. J'ai répondu, silencieux. Alexandre? C'était elle, mais sa voix était faible, vidée. Tout le drame avait disparu, consumé. Ce qui restait ressemblait à de la défaite. J'ai reçu ta note. J'ai suivi ton conseil. Elle a laissé échapper un souffle tremblant. C'est tout. Après 3 ans, c'était tout ce qui était requis, ai-je dit, ma voix calme. C'était la première fois que je lui parlais depuis le « profite bien de ton voyage ». Je vais perdre mon appartement, a-t-elle murmuré. Je ne peux pas payer le loyer seul. Mon crédit n'est pas assez bon pour être accepté.
Je dois être parti dans 2 semaines. Je n'ai rien dit. Le silence s'est étiré. Tu ne vas rien dire, a-t-elle plaidé, une étincelle de son ancienne irritation brillant. Tu n'es pas désolé? Même un tout petit peu. C'était la question à laquelle elle voulait en venir. La demande de participation émotionnelle à sa chute. Le besoin que je me sente mal pour qu'elle puisse se sentir absoute. Non, ai-je dit, le mot net et simple comme une pierre. Un son étranglé est venu de son côté. Pas tout à fait un sanglot, le son d'une dernière porte qui se ferme. Qui es-tu? A-t-elle demandé, non pas avec colère, mais avec une horreur authentique et déconcertée. Le type qui a suivi ton conseil, ai-je dit. Au revoir, Chloé. J'ai raccroché. Je n'ai pas bloqué le numéro. Elle n'appellerait plus. 2 semaines plus tard, Sarah et moi étions à un brunch du dimanche. Nous étions sortis 3 fois. C'était facile. C'était amusant. J'avais signé un bail pour un 2 pièces ensoleillé avec vue sur le parc, emménageant la semaine suivante. Ma vie était une page blanche, et j'appréciais le processus de la dessiner. Nous étions au Figuier Vert, un endroit populaire connu pour ses gaufres et ses longues attentes. Nous avions eu de la chance avec une table en terrasse. Sarah était au milieu d'une histoire sur une réunion client désastreuse, utilisant une fourchette pour dramatiser, et je riais sincèrement quand j'ai senti le changement d'atmosphère. Une ombre est tombée sur notre table. J'ai levé les yeux. Chloé se tenait là. Elle semblait diminuer. Pas dépenaillée, mais effacée. Ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval négligente. Elle portait un jean de la veille et un sweat à capuche. Ses yeux étaient fixés sur moi, grands et cerclés de rouge, brûlant d'un mélange toxique de désespoir et de fureur. Elle a complètement ignoré Sarah. Alexandre. Sa voix était plate, une exigence. L'histoire de Sarah est morte sur ses lèvres. Elle a regardé de Chloé à moi, son expression poliment curieuse. Chloé, ai-je dit en hochant la tête. Ma voix était la même que celle que j'utiliserais si j'avais aperçu une connaissance de l'autre côté de la pièce. Je me suis tourné vers Sarah. Sarah, voici Chloé. Chloé, Sarah. La présentation polie et normale était une grenade psychologique. Chloé a tressailli. Ses yeux se sont finalement tournés vers Sarah, observant son sourire facile, sa main posée nonchalamment près de la mienne sur la table. Elle a vu la carafe de mimosa partagée, le silence confortable que nous venions d'occuper. Il faut qu'on parle, a dit Chloé, son regard se fixant à nouveau sur moi. L'ordre était là, mais il était fragile. Maintenant. C'est important. Nous avons dit tout ce qui devait être dit, ai-je répondu en prenant mon café. J'ai bu une gorgée. Il était encore chaud. Tu m'as laissé sans rien, a-t-elle sifflé, le volume augmentant. Quelques personnes aux tables voisines ont jeté un coup d'œil. Tu as disparu de ma vie sans un mot. Tu m'as volé. Tu as ruiné ma vie. Je dois retourner vivre chez ma mère. Tu comprends ça? À cause de ton petit coup monté. Sarah s'est légèrement déplacée. Je lui ai adressé un petit sourire d'excuse qui disait « Ce sera fini dans 1 minute ». J'ai regardé à nouveau Chloé. J'ai posé ma tasse. J'ai parlé calmement, clairement, pour la terrasse et pour elle. Tu m'as dit de partir si j'avais un problème. J'avais un problème, alors je suis parti. J'ai pris ce qui était à moi. J'ai laissé ce qui était à toi. Le bail était à nos 2 noms. Le fait que tu ne puisses pas te le permettre est une réalité financière, pas une punition. J'ai incliné la tête. Tu as eu exactement ce que tu as demandé. Tu n'as simplement pas aimé à quoi ça ressemblait. Son visage s'est tordu. Les larmes qui ont monté maintenant étaient de la rage pure et frustrée. Tu étais censé te battre pour moi, a-t-elle lâché d'une voix étranglée. Quand j'ai dit pars, tu étais censé me supplier de rester. C'est ce qu'on fait quand on aime quelqu'un. La voilà. Le cœur du scénario que j'avais refusé de suivre. Je n'avais pas joué mon rôle de petit ami rampant et peu sûr de lui, donc son rôle de celle qui pardonne avec magnanimité lui avait été volé. Tout son récit s'était effondré. J'ai aimé quelqu'un, ai-je dit, ma voix toujours égale. Mais la personne que j'aimais est celle qui pleurait pour une guitare,
qui parlait de construire un avenir. Cette personne n'était pas toi. C'était une histoire que tu m'as racontée. La vraie toi m'a dit de partir. Alors j'ai écouté la vraie toi. Elle m'a dévisagé, la bouche légèrement ouverte, cherchant une arme et n'en trouvant aucune. Les insultes, la culpabilité, les larmes, rien de tout cela ne pouvait atteindre la forteresse calme et factuelle que j'occupais maintenant. Ses yeux se sont de nouveau tournés vers Sarah, qui observait avec un intérêt détaché, presque analytique, puis sont revenus sur mon visage, cherchant une fissure de douleur, de soin persistant. Elle n'a rien trouvé, seulement une indifférence polie et implacable. La combativité a quitté ses épaules. Le spectacle public se gâtait autour d'elle, et elle était la seule à y être debout. J'étais juste un homme à un brunch, harcelé par son ex instable. Alors c'est tout, a-t-elle murmuré, la dernière lueur d'espoir s'éteignant. C'est tout, ai-je confirmé. J'ai pris le menu, même si je le connaissais par cœur. Je me suis tourné vers Sarah, ma voix chaleureuse, revenant à notre monde. Désolé pour ça. Comme je disais, la gaufre au caramel salé est légendaire, mais c'est un engagement. Les baies pourraient être un choix plus malin. Je ne rejetais pas Chloé, je reprenais simplement ma vie. Elle avait cessé d'être un élément pertinent de celle-ci. Pendant une longue seconde, elle est restée là, une statue de la défaite dans une scène de terrasse animée. Puis, sans un autre mot, elle s'est retournée et s'est éloignée, les épaules voûtées contre le matin ensoleillé. Je ne l'ai pas regardée partir. Je ne l'ai pas expliqué à Sarah. Sarah, à son crédit, n'a pas posé de questions. Elle a juste tendu la main, m'a brièvement serré la mienne et a dit, les baies sont toujours le choix le plus malin. Mais depuis quand sommes-nous malins? Vivons dangereusement. Je dis qu'on prend le caramel. J'ai ri, leçon réelle et non forcée. Nous avons commandé la gaufre. Elle était, comme promis, légendaire. Nous avons partagé l'addition, débattu du film que nous verrions plus tard, et sommes sortis dans l'après-midi lumineux. Alors que je tenais la porte du restaurant ouverte pour Sarah, j'ai aperçu un fugace reflet dans la vitre. Juste nous deux, avançant. Pas de fantôme, pas d'écho. Juste le présent simple et solide et un